Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la crise anglophone et son escalade de violences meurtrières s'étendent à la région de l'Ouest. Des exactions des bandes armées sont stoppées par un cordon de sécurité déployé dans une localité frontalière avec la région du Sud-Ouest. L'interdiction de l'utilisation des armes à feu et la fermeture des armureries peuvent-elles court-circuiter les exactions menées par des assaillants sécessionnistes alors que le gouvernement s'entête sur le front de guerre contre les assaillants séparatistes? Les États-Unis d'Amérique ouvrent le dialogue politique sur la crise anglophone au Cameroun. Vous verrez dans ce journal comment l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun a réuni autour de lui des acteurs politiques. Vous verrez dans ce journal comment l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun a réuni autour de lui des acteurs politiques, acteurs de la crise anglophone, acteurs de la société civile pour discuter des solutions de sortie de crise. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, il y a un climat d'insécurité parti de la région du Sud-Ouest qui tente de s'étendre à Fongotongo, dans le département de la Menoie, une localité frontalière avec la région du Sud-Ouest en proie à une escalade de violences meurtrières. Des infiltrations des bandes armées sont stoppées par un cordon de sécurité déployé dans cette localité frontalière avec le Sud-Ouest. Malgré cette présence importante des forces de sécurité, la peur peine à se dissiper dans l'esprit des populations. Leclerc Sakem et Gladys Sidier. Exode massif des populations du Sud-Ouest. Craignant les exactions des sécessionnistes, elles trouvent refuge dans la région de l'Ouest. Dans le département de la Menoie, arrondissement de Fongotongo, ils sont loin d'avoir trouvé la paix qu'ils étaient venus chercher. Je suis quitté de là avec la peur. J'arrive ici toujours la peur. Je vais alors donc vivre comment? Voici le chemin. Je vais alors donc maintenant fuir pour aller où? Parce que je suis arrivé ici. Ma mère a fait ses champs. Je ne peux pas aller au champ cultiver. D'autant plus l'arbre par-ci, par-là. Tu vas alors cultiver comment? Tu vas laisser les enfants avant d'aller cultiver. Il va alors maintenant aller garder les enfants. Ou alors qu'il veut quoi que il va alors donc maintenant fuir pour aller où? Le calvaire se poursuit pour cette mère qui vient de Kumba et pour bien d'autres qui se trouvent obligés d'éloigner les enfants une fois de plus lorsque les armes grondent. Et c'est la ville de Tchang qui est sollicitée pour mettre leur progéniture à l'abri. C'est hier qu'ils sont rentrés de Tchang. Parce que le jour où ça a chauffé ici, c'était toujours la même. J'ai dit que dès qu'à moi, je reste moi mourir chez nous. Je les ai encore envoyés à Tchang. Tout ça là, où est l'argent? Tu n'as même pas l'argent pour faire toutes ces transactions. Rien n'entre, rien ne sort. À Fongotongo, les militaires campent de jour comme de nuit. Toutes les entrées et sorties sont filtrées. Les populations font état d'échanges de coups de feu entre l'armée et des bandes armées. La psychose gagne du terrain et le gouvernement est une fois de plus interpellé. On marche à pied, les gens souffrent. Les mères d'enfants, nos petits bébés, nous on est en chômage depuis, on ne travaille pas. Les gens ne voyagent plus. On risque même de voler, que le gouvernement cherche à voir ce qui ne va pas là-bas. On arrange. Question du sud-ouest, nord-ouest, on arrange. Il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas arranger. C'est donc une désillusion pour de nombreuses populations qui pensaient avoir un peu de répit en trouvant refuge à Fongotongo, localité frontalière avec le Sud-Ouest. Le même dispositif sécuritaire est observé dans la zone frontalière avec le Nigeria, entre Bamenda et Ekok. Nos envoyés spéciaux, Eric Marcian-Diomon et Innocent Abega, ont fait le voyage pour s'assurer des conditions de voyage des Camerounais sur cet axe.
l'axe routier, question de mieux assurer la sécurité. Malgré tout, les attaques sporadiques des sécessionnistes à bord des motos ou des voitures, ou même les enlèvements perpétrés sur cet axe, perpétuent sa dangerosité depuis l'entame de la crise anglophone. De la crise anglophone, quel peut être l'effet de l'interdiction des armes à feu et la fermeture des armureries? Le gouvernement veut démanteler les circuits de vente illicite des armes à feu pour contrecarrer les exactions des bandes armées séparatistes engagées sur le front de guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, cette stratégie reste limitée aux yeux des experts en des questions de sécurité. Ils préconisent l'activation du levier politique sur le théâtre de la crise anglophone. Élisée Bogba et Guy Zogo. La décision du ministre de l'administration territoriale d'interdire la vente des armes à feu dans 6 régions du Cameroun est directement traduite dans les faits sur le terrain par la fermeture des armureries. Pour le docteur Victorin Ameni-Bieleux, spécialiste des questions militaires, le contexte actuel laisse voir bien des subterfuges et des terroristes pour avoir accès aux armes à feu. Les terroristes dans l'ensemble infiltrent un certain nombre de milieux et ont, disons, des manières très discrètes d'approcher des gens qui peuvent leur faire des fournitures d'armes. Alors vous comprenez que l'État dans ces conditions doit sécuriser un certain nombre de moyens qu'il a pour contrôler. Selon lui, le Cameroun actuellement a donc bien des raisons de restreindre l'accès aux armes à feu en mettant notamment un terme aux activités des armureries. Il y a vraiment des raisons en ce moment de restreindre un certain nombre de ventes d'armes. C'est pour cette raison on estime que ces armes peuvent passer par un certain nombre de circuits pour atteindre les adversaires. Je crois qu'il est nécessaire qu'on prenne des mesures dans ce domaine-là. Si c'est pour des raisons d'État, je crois qu'il est nécessaire qu'on le restreigne. De plus, poursuit-il, en matière d'accès aux armes à feu, la réglementation est bien précise, de sorte que si elle n'est pas respectée, des mesures s'imposent. Toutes ces armes-là normalement doivent être disons, délivrées sous des conditions auprès des autorités administratives. Et on doit suivre, on doit savoir où est partie, où se trouve telle arme qui a été délivrée à tel endroit. Quand il arrive que dans le pays on ne peut plus réellement faire ça parce que ça a été fait de n'importe comment, il est difficile de ne pas faire ce genre de contrôle. Une situation exceptionnelle selon le spécialiste des questions militaires qui se comprend logiquement au vu du contexte. Actuellement, le Cameroun est dans une passe assez difficile avec ces crises qui sont partout, avec la rébellion, avec tout ce qui se passe dans le nord avec Boko Haram. On est dans une situation sécuritaire très dense. Et là, pendant cette période d'exception, il est nécessaire quand même d'avoir quelques mesures d'exception. Toutefois, le docteur Victorin Ameni-Bieleux explique que la coercition ne peut être la seule réponse face à la question anglophone et souligne qu'il est aussi important qu'un dialogue soit ouvert à propos de cette crise. Alors que le gouvernement camerounais s'entête sur le front de guerre contre des bandes armées séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les États-Unis d'Amérique engagent un dialogue politique sur la crise anglophone au Cameroun. Son ambassadeur, Peter Henry Baldwin, a convié des leaders modérés de la crise anglophone, des acteurs de la société civile, des hommes politiques et personnalités religieuses pour discuter des solutions envisageables en vue de mettre un terme à la crise sociopolitique dans les régions anglophones, une démarche qui met la pression sur les pouvoirs publics au Cameroun. Explication avec Guy Zogo. C'est une réunion à forte valeur symbolique que l'ambassade des États-Unis au Cameroun vient d'abriter. En effet,
Autour de l'ambassadeur Peter Henry Ballerin se sont retrouvés le cardinal Christian Tomi, l'avocat Félix Arbor-Balankongor, l'activiste de la défense des droits humains Maximilien Ngombe, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC Maurice Kamto, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC Grégoire Orona et le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés Divine Shemuta Banda. Que se sont dit les protagonistes de cette rencontre dont le spectre est assez représentatif des courants actuels de la société camerounaise. Selon nos informations, la crise anglophone aura largement dominé cette rencontre. À ce sujet, parmi les acteurs de cette soirée, on sait qu'il existe une large convergence de vues entre le cardinal Christian Toumi, maître Félix Nkongo Arbor-Bala, Maurice Kamto, Divine Shemuta Banda et Maximilien Ngombe sur la nécessité d'un dialogue pour sortir de la crise anglophone. Un temps, Grégoire Orona semblait s'être aligné sur cette option, mais depuis, on ne l'a guère entendu et tout laisse croire qu'il s'est laissé absorber par la posture ambiante au RDPC qui consiste à se demander avec qui on pourrait discuter dans la partie anglophone pour jeter en définitive cette issue aux orties. Au milieu de ces guets plutôt délicats, l'ambassadeur des États-Unis est loin d'être en terrain conquis. Aller plus avant dans le sens de la majorité des participants à cette rencontre pourrait l'exposer à un retour de bâton violent de Yaoundé qui n'avait pas hésité à prendre en grippe Frances Cook, ambassadeur des États-Unis au Cameroun en 1992, au sujet de la présidentielle controversée de cette année-là. Mais pour autant, Peter Henry Ballerin est une voix autorisée sur l'Afrique à Washington et auprès de Donald Trump, ce qui pourrait bien peser lourd sur la compréhension de la crise anglophone par le pays de l'oncle Sam. Dans le chaudron de la crise anglophone, le parti au pouvoir a perdu 7 sièges de sénateurs. La région du Nord-Ouest a plutôt plébiscité le SDF. Cependant, le RDPC s'offre une écrasante majorité au Sénat. Les résultats officiels du scrutin ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Le RDPC qui rafle 63 sièges de sénateurs mis en jeu durant le scrutin du 25 mars 2018. Le SDF qui arrive en deuxième position avec seulement 7 sièges de sénateurs à la Chambre haute du Parlement. Dans le reste de l'actualité, elles ont passé leur première nuit à la Belle Étoile. Ces familles expulsées de force de leur domicile dans le 5e arrondissement de Douala, la démolition de leur maison reste encore un choc pour ces familles, mais aussi un véritable cauchemar pour les enfants qui n'ont plus de cadre de vie adéquat afin de pouvoir assurer leur avenir dans le 5e arrondissement de Douala. Nos reporters les ont suivis très tôt ce matin, Auréal Choumi et Innocent Abega. Reportage. Makepeli Soke, le réveil difficile de Digapi. Il est 6h30, ce jeudi 5 avril 2018. Nous avons passé la nuit que sur la surface que vous voyez des Digapi là. Tout le monde était couché là, tous les bébés qu'ils ont depuis. Personne n'a dormi. 80 familles avec les enfants. On est couché que sur l'espace vert comme ça, sans maison, on a tout de trucs comme ça. Je suis sorti le matin. Arrivé à marché, on m'a appelé que le groupe blanc. Donc il y a les policiers qui ont rempli le quartier. Je suis rentré pour voir qu'on a déjà tout saccagé la maison. Je n'ai rien pris. Certains Digapi viennent d'arriver. Ils étaient absents au moment des faits. J'étais en voyage, je n'étais même pas là. Je ne sais même quoi dire. Parce que moi, je suis surprise. Des beacons sur plus de 4000 mètres carrés de superficie. 2 décennies de Dieu labeur pour dompter le marécage, selon les victimes. Où avant auparavant, où avant notre qui disait qu'on l'appelait Magongo. Il disait qu'on était sur la route. L'autre, encore ce côté-ci. On dit Somme, on s'était une somme qui est aussi. À la fin, finalement, on s'est vraiment entendu. Et par exemple, le procès encore tribunal, je crois que ce n'est pas encore fini. La solidarité agissante du voisinage a permis de loger les petits-enfants. Cela n'a pas été le cas pour les plus nostalgiques. J'ai dormi là-bas, sur la ruine de notre maison. C'est là que j'ai passé toute la nuit. Je prends même pas la position. Allez, quelque part chez les voisins. Voilà pourquoi.
Vous avez tout avec la famille. L'heure est à la réflexion. Pour ces 80 familles désormais sans abri, il faut trouver une habitation pour fuir les intempéries et protéger les familles. Je ne sais pas si le gouvernement, je sais pas où le gouvernement camerounais peut nous venir en secours, nous trouver vraiment une voie légale, ce qu'on peut faire pour ce genre de grave situation. Nous n'avons rien et les riches ont prié pour les pauvres pour augmenter pour eux. Les gens que Dieu les ait bénis, ils ont oublié la bénédiction que Dieu les a donnée. Le procès qui les oppose à l'ordonnateur de ce déguerpissement devait se poursuivre le 6 avril 2018 au tribunal de grande instance de Bonanjo. Au regard de ces conflits fonciers et leurs conséquences socio-économiques, les pouvoirs publics sont placés sur le banc des accusés. L'accès à l'habitat décent est une équation à plusieurs inconnues au Cameroun. Alors les populations se ruent vers des zones à risque et des espaces de terrain querellés sous le silence complice des autorités administratives. Les réformes foncières n'ont pas permis d'améliorer cette situation. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangaou. Les mains aux hanches, le regard perdu. Marcus Penjo, 67 ans, se tient au beau milieu du tas de ruines où se dressait la maison dans laquelle il a vécu durant 22 ans. Comment est-il arrivé au quartier Makepe Misoke? Il s'en souvient comme si c'était hier. Je suis ici depuis 1996. J'ai payé mon terrain à la famille Moussongo. Les Moussongo m'ont toujours dit, fait comprendre que la vente qu'ils m'avaient faite, c'était provisoire, pour qu'ils viennent donc me faire la vente définitive pour le soir, pour entrer dans mon terrain. On nous a fait comme si une zone verte. En attendant que nous, on essaie de bien balayer maintenant, et qu'on voit que c'est là bien pour nous faire pour nous donner le titre, où on va nous faire le titre. C'est de la carrière. Donc on connaît les gens de l'autre côté, parce qu'ils venaient ici que de ça aussi maintenant, ils avaient ça aussi, les camions venaient porter ça pour les développer partout. Alors nous avons trouvé le lac ici. Donc nous avons rembé, viabilisé de nous à ce niveau. La famille Moussongo ici citée fait partie du canton Bassa du Vouri, où se trouve le quartier Makepe Misoke, dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Mais tous les déguerpis n'avaient pas acheté leur terrain auprès de cette famille. MV Ondo, par exemple, est tombé il y a 8 ans sur ce qu'il pensait être une bonne affaire. J'ai acheté mon terrain avec une maison dessus en 2010 à un monsieur qui m'a présenté le certificat de vente qu'il a acheté à la famille Moussongo. Je me suis engagé parce qu'il fallait trouver un abri pour ma famille. Et trouvant déjà que la zone n'était pas titrée, parce que quand j'arrivais, j'ai appris mes renseignements par rapport à savoir si la zone est titrée. On m'a dit que c'était une zone verte. Installé confortablement pendant plus de 20 ans, pour certains, puis déguerpis un beau matin. Où ces habitants de Makepe Misoke ont-ils péché? Pour tenter de trouver une réponse à cette question, nous nous sommes tournés vers le projet de lutte contre les évictions, une structure qui existe au sein du comité de soutien des activités sociales et caritatives de l'Église catholique, où nous avons rencontré le chef de projet. Dans des années 70 et peu avant, il y a eu ce phénomène où des habitants de certaines régions du Cameroun ont suivi le développement des villes, se sont installés dans des villes avec justement l'accord des autochtones dans ces villes-là. Et ces endroits, notamment Makepe, Misoke et beaucoup d'endroits dans la ville de Douala, des Panda et autres, c'était des forêts dans ces années-là. Donc ces personnes ont viabilisé ces zones. Ne connaissant pas le statut foncier de l'espace, c'est la raison pour laquelle le monsieur qui détient aujourd'hui le titre foncier a pu avoir son titre foncier. On ne pouvait pas mettre en valeur un espace et une tierce personne vient utiliser, justifier votre mise en valeur pour avoir un titre de propriété. Nos lois sont obsolètes. Parce qu'avec l'évolution justement de la société, avec l'évolution du temps, ces lois de 74 qui encadrent le foncier n'ont pas aussi évolué. Donc pour revenir à ce cas de Makepe Misoke, nous pensons qu'il y a d'abord une situation d'escroquerie foncière de la part des autochtones qui ont d'abord cédé des espaces à ces premiers occupants qui sont aujourd'hui victimes de déguerpissement et qui par après, ces autochtones ont recédé justement cet espace à ce particulier. Pour les responsables du projet de lutte contre les évictions, la part de responsabilité des pouvoirs publics ne peut être ignorée.
dans ces situations. Les pouvoirs publics sont laxistes à ce niveau-ci, dans la mesure où justement il y a aussi la loi 80 sur l'atteinte à la propriété foncière qui justement encadre les questions d'occupation sans titre et qui donne la possibilité aux autorités, aux pouvoirs publics justement de déguerpir des personnes qui sont installées sur le domaine public, parce qu'une zone verte fait partie justement, est classée dans la catégorie des domaines publics. Donc une fois que vous êtes installé, on devrait justement constater votre installation et procéder à votre déguerpissement. Mais quand on a attendu 20 ans, 30 ans après, à ce moment-là, il y a une complicité de la part des pouvoirs publics. Selon le comité diocésain des activités sociales et caritatives de l'Église catholique, depuis 2010, près de 4000 familles ont été expropriées à Douala. Une épineuse question taraude l'esprit des Camerounais au regard de ces conditions difficiles d'accès à un logement décent. Comment faciliter cet accès à un logement décent? Le gouvernement mise sur une politique nationale de l'habitat. Elle est en cours d'élaboration à Yaoundé. La mouture finale a été présentée lors d'une rencontre sur la problématique foncière et celle de l'habitat au Cameroun. Plus de détails avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Avec un taux de croissance démographique estimé à 2,5% en 2014 et un taux d'urbanisation qui tournait autour de 52% en 2010, il y a de quoi expliquer la crise aiguë de logement à laquelle les populations camerounaises font face. Sans oublier les corollaires que sont le difficile accès aux services sociaux de base et le développement des bidonvilles avec leur lot de promiscuité, insécurité, insalubrité et autres précarités. Face à ces réalités plutôt tristes, le Cameroun a choisi de mettre la balle au centre en optant pour l'adoption d'une nouvelle politique nationale de l'habitat. Pour avoir un habitat, des logements abordables, il faut d'abord que le foncier soit abordable. C'est pour ça qu'il y a un chantier de révision du code et du régime foncier et domanial. Le deuxième accent qu'il faudra mettre, c'est le financement. Le financement, pas simplement par les banques, mais il faudra avoir un système hypothécaire qui n'existe pas à ce jour. Il faudra également penser au financement de l'habitat social. Le troisième axe important, c'est la fiscalité. Il faudrait que le produit fini de l'habitat ait une fiscalité appropriée. Et le quatrième, c'est l'industrialisation des matériaux. Le projet est ambitieux, mais se heurte à quelques pesanteurs et contraintes qu'il convient de lever. Nous pensons que cela va être difficile pour la simple raison qu'il y a un nœud qu'il faudrait détacher absolument, c'est celui de la réforme foncière. Le problème foncier est capital dans toute politique de logement. La propriété foncière, c'est la propriété privée du sol. Comment est-ce qu'on va arriver à résoudre ce problème-là dans un système libéral? That's the question. Donc je pense honnêtement que les intentions sont bonnes, mais il y a des freins qui seront difficiles à surmonter. À Yaoundé, les acteurs techniques ont passé en revue l'ossature de la politique nationale de l'habitat, laquelle a été enrichie dans l'optique de sa validation définitive, celle qui ouvrira la voie à de nouvelles perspectives en matière d'habitat au Cameroun. Sur le chantier de construction de nouveaux stades Omnisport à Douala, la multiplication des contrats à durée déterminée suscite des conflits entre ouvriers et leurs employeurs. Connaît-il réellement jusqu'où la législation camerounaise permet à un employeur de pouvoir utiliser des CDD pour ses employés? Vous allez suivre à présent l'éclairage d'un spécialiste des questions du droit de travail dans ce reportage signé Xavier Foka. Les ouvriers du chantier de construction du stade de Japoma expriment leur malaise socio-professionnel. Parmi leurs revendications figure en bonne place la question de l'application des types de contrats.
à tous les travailleurs ayant reçu plus de 2 contrats à durée déterminée. La législation camerounaise, notamment le Code du travail, a su faire la lumière sur ce type de contrat. En l'état actuel de notre législation, la loi prévoit 2 choses. La première, il y a le contrat à durée déterminée. Il y a un contrat à durée indéterminée. Bon, évidemment, avec la modification qui est intervenue en 1914, il y a de nouveaux contrats qui sont des contrats spécifiques. Maintenant, en ce qui concerne le contrat à durée déterminée pour les travailleurs de nationalité camerounaise, la loi a prévu la durée doit être fixée à l'avance. Et ce contrat a une durée de 2 ans. Il est renouvelable une seule fois. La spécificité ici, c'est que les contrats ont été signés pour une durée de 3 mois et déjà renouvelés. On peut avoir un contrat à durée. Notamment le Code du travail, a su faire la lumière sur ce type de contrat. En l'état actuel de notre législation, la loi prévoit 2 choses. La première, il y a le contrat à durée déterminée. Il y a un contrat à durée indéterminée. Bon, évidemment, avec la modification qui est intervenue en 1914, il y a de nouveaux contrats qui sont des contrats spécifiques. Maintenant, en ce qui concerne le contrat à durée déterminée pour les travailleurs de nationalité camerounaise, la loi a prévu la durée doit être fixée à l'avance. Et ce contrat a une durée de 2 ans. Il est renouvelable une seule fois. La spécificité ici, c'est que les contrats ont été signés pour une durée de 3 mois et déjà renouvelés. Il peut avoir un contrat à durée déterminée de 6 jours, d'un mois, de 3 mois, de 4 mois. Mais si ça signe un contrat, si je comprends bien, le contrat est signé pour 3 mois. Bon, s'il a été renouvelé, ça veut dire que le cadre de 2 ans est maintenu. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas que ça déborde de 2 ans. Mais une fois que ça déborde de 2 ans, ils peuvent encore être renouvelables une fois. Ça va faire 4 ans de contrat à durée déterminée. C'est au-delà de cette de la 4e année que le contrat se transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée. Quoi qu'il en soit, il y a un réel malaise qui impacte l'évolution des travaux. Des municipalités s'engagent dans la construction de centres de formation agro-pastoraux. À Bafoussam 1er, le ministre de l'Agriculture, Henri Eyébé, a été édifié sur les doléances de cette municipalité pour pouvoir poursuivre la formation des jeunes agriculteurs dans cette localité. Des précisions avec Dayas Kana et Jean-Paul Chouniat. De passage à Bafoussam, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural fait escale à Kouékon pour visiter le chantier de construction du centre de formation en métiers agro-pastoraux. L'ancien centre de formation était très étroit. Il fallait un centre beaucoup plus grand. Et un centre beaucoup plus grand, il fallait aussi un espace beaucoup plus grand pour qu'on construise non seulement des salles de classe, un dortoir et qu'on ait un champ d'application comme vous voyez à côté. Le projet vise à doter des jeunes désœuvrés de la MIFI, de l'Ouest et du Cameroun en connaissances scientifiques pour un meilleur rendement dans leurs activités futures. Un projet gouvernemental comme celui-là, quand vous avez la chance de l'avoir chez vous, en votre qualité de maïs, vous avez l'obligation de faire en sorte que la population bénéficie de telles réalisations. Henri Eyébé ici fait le tour du propriétaire pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Lancé en 2017, le chantier est exécuté à plus de 90%. Corps enseignants, élèves et population attendent vivement la dotation de ce centre en équipement. Viabilisation des voies d'accès au site, adduction en eau potable et électrification. Une promesse ferme et solennelle que lance le ministre Eyébé ici aux principaux bénéficiaires. Le centre n'est pas équipé, il fallait suivre le ministre de l'Agriculture qui nous a rassuré que dans les Une fois opérationnels, les jeunes sortis de ce centre seront mieux outillés pour se lancer dans des projets agricoles, d'élevage et la pêche. Des activités rurales d'auto-emploi génératrices de revenus. Dans ce chapitre agriculture, l'utilisation du compost contribue à l'amélioration de la production agricole. Des experts ont édifié des agriculteurs à cet effet lors d'une rencontre qui s'est tenue à Tchang, dans le département de la Menoie. Compte rendu, Leclerc Sakem. Donner vie à notre sol pour un meilleur rendement agricole dans la région de l'Ouest où la couche arabe se dégrade chaque année.
Les experts prescrivent l'utilisation du compost. Cet engrais organique est la résultante des déchets ménagers. Ouvert le 28 mars 2018 et cela pendant 3 jours, les participants venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de la France, du Congo se sont penchés sur plusieurs thématiques, dont l'organisation des communes, la politique des communes et la culture. Nous avons toujours soutenu et travaillé en collaboration avec les communes et les services de chambre. Pour nous, c'est un réel plaisir d'être de continuer cette réforme parce que ce soit quelque chose d'international, qu'il faut pratiquer ici et ailleurs, et d'avoir le retour de ce qui se passe ici, c'est très enrichissant pour nous. La commune de Tchon, qui expérimente le compost depuis plusieurs années, bénéficie de l'assistance de la commune de Nantes, fruit d'une coopération nord-sud. Et nous avons été accompagnés par cette vision, par cette stratégie par les partenaires que nous financiers et qui ont permis que par le jour à Tchad, le programme, la maîtrise, la participation chez nous. Ce séminaire international du compost a permis à Nantes Métropole de partager son expérience avec les autres participants, puisque là-bas, la gestion des biodéchets s'inscrit dans la feuille de route sur la transition énergétique. Dans les zones rurales, les projets de développement sur le plan local piétinent. C'est le cas à Niété où le conseil municipal a déploré de faibles avancées dans la mise en œuvre des projets d'investissement public dans cette localité. Des précisions avec Joseph Abena-Bena. La plupart des projets dans la commune de Niété ont été réalisés sur fonds propres. Pour l'exercice 2017, les conseillers sont face au constat dramatique. Les projets inscrits dans la dotation générale de la décentralisation, soit 133 millions de francs CFA, ont été annulés faute de carton. Et même dans le budget d'investissement public, environ 100 millions de francs CFA n'ont pas été perçus. Le doigt accusateur est pointé sur la situation socio-économique du pays. La plupart des projets, des crédits transférés par l'État aux communes à cause de cette malnutrition financière signalée plus haut, du fait de la mévente de nos produits de base, du pétrole et tout, et de ces guerres justement, l'État n'a pas pu, je ne veux pas parler d'honorer ses engagements, je veux seulement dire que dans la dotation générale de décentralisation par exemple, nous avions 7 projets pour 133 millions de francs. Aucun de ces projets n'a été réalisé. Les comptes administratifs et de gestion sont concordants. Les conseillers réunis ici saluent le travail du maire en fin de mandat. L'action est là. Nous avons travaillé ensemble. Il n'est pas étranger à nous, monsieur le maire, parce que nous avons fait plusieurs mandats ensemble. Il a été au mieux de ses possibilités et nous pensons, personnellement, je crois que je ne peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Sur un budget de 966 millions de francs CFA, 65% des recettes ont été recouvrées, 27% de dépenses exécutées et un excédent de 260 millions de francs CFA. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h. L'émission Regard Social présentée par Eric Kouamo. Bonne soirée sur cette même antenne.